chaleureuse possible. Et je vois qu'il y a du monde qui arrive encore derrière et que tout le monde soit au plus près. C'est un immense plaisir de vous retrouver toutes et tous dans cette salle des fêtes de Sevran. Comme vous le savez, c'est la ville dont je suis élue comme députée, mais aussi comme conseillère municipale. Et donc, vous comprendrez une affection particulière cette année pour les amis sevranais qui sont venus nombreux l'année dernière à Villepinte et qui viendront, j'en suis sûre, l'année prochaine à Tremblay. Donc, un grand plaisir de vous recevoir très nombreux. Et je voudrais vous souhaiter d'abord des vœux de bonheur, de santé, d'amour, de joie, de plaisir, de tout ce qui vous fait envie pour 2019, pour chacune et chacun d'entre vous. Et je voudrais que nous ayons aussi des vœux, tous ensemble et toutes ensemble ce soir, qui soient des vœux collectifs, des vœux qui concernent le bien commun de notre territoire et le bien commun plus globalement pour la nation et pour le monde. Tant que nous y sommes, c'est vrai qu'on rêve d'un monde meilleur. En tout cas, dans ma culture politique, ce qui importe, c'est un monde meilleur. Et je suis heureuse de pouvoir en parler ce soir avec vous. Je salue d'emblée la présence de personnes qui me font particulièrement plaisir ce soir d'être là. Je pense à deux de mes collègues qui sont juste ici. Michel Larive, qui est député de l'Ariège et qui siège avec moi dans le groupe de la France Insoumise. Et Jean-Hugues Racnon, qui est mon collègue juste à côté de moi pour ceux qui regardent l'Assemblée nationale à la télévision. Et donc Jean-Hugues qui est à côté de moi et qui nous vient de La Réunion. Donc je vous demande de vraiment les accueillir tous les deux chaleureusement, de nous faire l'amitié d'être là ce soir. Ça me fait super plaisir. Je salue également la présence, et du coup je ne le vois plus, de Stéphane Blanchet, qui est le maire de Sevran et qui nous fait l'amitié d'être là. Ici, je sais que François Asensi doit arriver, il avait un engagement à Paris, donc vous le verrez sans doute tout à l'heure. Et je tiens à saluer d'emblée, très chaleureusement, particulièrement, tous les militants politiques qui sont présents ce soir. Je pense aux militants communistes avec lesquels je milite depuis des années dans cette ville et sur ce territoire, et aux militants de la plus jeune France Insoumise qui sont là aussi ce soir. Et je voudrais saluer tous les citoyennes, tous les citoyens, toutes les personnes qui sont engagées dans le tissu associatif et qui cheminent avec moi depuis de longues années sur ce territoire. C'est ensemble que nous devons inventer le futur pour nos villes, pour notre territoire, et m'aider à réussir ce que je dois faire dans cette tâche, qui est une tâche de représentation nationale à l'Assemblée nationale, mais qui, évidemment, se joue aussi en dehors des murs de cet hémicycle. Et d'ailleurs, tant mieux que ça joue parfois en dehors de cet hémicycle, parce que sinon, je crois qu'on deviendrait à certains moments un peu desséché. Donc, c'est cette vie qui me donne, moi, de l'enthousiasme, de l'énergie et qui fait qu'on est rassemblés sur notre territoire pour faire vivre le progrès, la justice, l'émancipation humaine, pour le dire simplement. Alors ce soir, contrairement à l'année dernière, j'ai voulu qu'on ait des vœux plus citoyens et c'est marqué par l'engagement de deux associations dans la préparation de ces vœux mêmes. Donc je voudrais saluer une association de Villepinte que j'avais rencontrée et qui fait un travail qui moi m'intéresse, c'est du recyclage à partir de tous nos déchets et qui en font des objets. Alors ici, ce soir, vous avez des fleurs, elles ont travaillé, elles nous ont fait des centaines de fleurs pour ce soir. Je les ai demandées en forme de coquelicot, rouge et vert, avec du jaune à l'intérieur. Et je voudrais vraiment qu'on les salue et qu'on les remercie. Tout ça est en recyclage. Et j'aime beaucoup ce travail des femmes. Je dis des femmes parce que ce sont essentiellement des femmes, mais pas seulement, mais beaucoup des femmes de Amata NC, donc à Villepinte. Et alors, ovation, parce que voilà, on a l'habitude de travailler ensemble et qu'elles ont fait un travail de dingue, à nos amis de Rougemont Solidarité, là aussi beaucoup de femmes qui nous ont préparé de quoi prendre plaisir ce soir en mangeant. Et donc je voudrais qu'on les salue d'emblée parce qu'elles ont fait un boulot de dingue. Et que c'est une forme un peu nouvelle, mais je me dis après tout, c'est bien aussi de faire localement, de penser local, d'agir local et de le faire en vœux citoyens et tous ensemble. C'est pour ça que ces vœux, voilà, je me tienne particulièrement à cœur cette année. Alors en même temps que je vous dis ça et que je commence par des vœux très chaleureux, je ne vous cache pas que l'année qui s'ouvre est une année que j'appréhende avec une certaine gravité. Je dis gravité, non pas que je ne verrai que les dangers
de la situation, il y a aussi d'immenses potentialités, mais je crois qu'on est dans un moment de bascule et qu'il faut mesurer l'enjeu qui est le nôtre dans ce moment qui est un moment de bascule. Alors je vais vous citer un auteur, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Antonio Gramsci, que certains connaissent peut-être ici, et qui est un Italien qui est décédé, qui était un grand intellectuel du XXe siècle. Et il avait cette phrase qui, je trouve, fonctionne assez bien pour notre séquence politique. « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à naître, et dans ce clair-obscur naissent les monstres. » Et je veux placer ces vœux pour l'année 2019 sous le signe de mon engagement, et j'espère de notre engagement à toutes et tous, pour que, face à la situation de crise, et de crise je mets un S, que nous traversons, crise sociale, crise politique, crise environnementale, crise démocratique que nous traversons, eh bien nous soyons celles et ceux qui construisons une issue de progrès humain, une issue de solidarité, une issue qui est tournée vers la transition énergétique, bref, une issue pour que nous puissions demain vivre mieux et plus libres. Et c'est l'engagement que je veux prendre devant vous face à ce basculement pour faire en sorte que nous soyons acteurs et actrices de ce changement et de ce basculement. Qu'est-ce qui est en train de mourir au fond ? Quelque chose d'assez profond dans cette bascule. Il me semble que ce qui se meurt, c'est déjà un monde dans lequel la finance est toute puissante, et peut-être avez-vous vu cette information toute récente qui nous donnait à voir, et c'est tout à fait historique, c'est un record historique fort. 57 milliards d'euros ont été redistribués en dividendes aux actionnaires pour les entreprises du CAC 40 en 2018. 57 milliards d'euros. Juste qu'on ait un rapport des sommes. Vous savez, des fois, on vous fait la leçon, on vous dit que, attention, pour les médicaments, quand vous allez voir le médecin, il faut faire attention parce qu'il y a le trou de la sécu. Le trou de la sécurité sociale, le fameux, c'est quelques milliards. Quelques milliards. Et là, vous avez 57 milliards d'euros qui sont simplement générés par le travail de gens, mais qui sont accaparés au profit de la finance. Et je crois que la financiarisation de l'économie, aujourd'hui, elle a pris une tournure qui est une tournure folle, et c'est ça qui est en train d'être vu et de mourir, parce que ce monde n'a absolument pas de sens. Ce qui se meurt, c'est aussi une société, un monde qui est profondément productiviste et consumériste. Ça a l'air compliqué ces mots-là, mais en fait c'est extrêmement simple. C'est que la logique marchande domine et qu'au fond, on préfère produire, vous faire consommer, quitte à bousiller la planète, et donc en bout de course, l'humanité, puisqu'on sait maintenant que l'enjeu est un enjeu considérable. On préfère ne pas tellement voir, ne pas tellement faire d'efforts, ou alors faire peser l'effort, on l'a vu avec la taxe, et j'y reviendrai, sur ceux qui déjà rament, plutôt que de prendre à bas-le-corps cette question et de se dire que non seulement il faut y répondre à ce défi climatique, mais qu'en plus, si on se dit qu'est-ce qu'il faut faire pour y répondre, on va se rendre compte qu'on va même améliorer nos vies, parce qu'on va pouvoir rapprocher le consommateur du producteur et qu'on va pouvoir augmenter la qualité de vie que nous avons. On a fait notamment un gros travail sur la question de la malbouffe, un de mes collègues, et vous savez qu'il y a des enjeux aujourd'hui de santé alimentaire et de santé tout court qui se jouent, et aussi de sens, parce que avec le monde publicitaire, avec tout ce qui joue de gâchis, de consommation effrénée, eh bien ça finit par abîmer aussi le sens de nos vies et de nos désirs. Et je crois que ce monde-là est aussi en train de mourir d'une certaine manière de sa perte de sens. Ce qui meurt aussi, c'est la logique comptable, la logique austère, parce qu'on en voit le bout du tunnel. Vous savez, dans les années 80, 70, 80, on avait l'ère Thatcher, Margaret Thatcher en Angleterre, qui a inauguré un cycle à l'échelle européenne, qui est un cycle dans lequel on a bien vu qu'on dérégulait l'économie. On appauvrit d'ailleurs tout le monde, donc toujours cette logique aussi de profit dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, on réduit la part des dépenses publiques, ce qui veut dire très concrètement la part qui est donnée pour la protection sociale, pour les retraites, pour les services publics dont nous avons besoin et qui sont souvent le seul, enfin pas souvent, mais parfois le seul bien auquel ont accès les personnes qui n'arrivent pas à vivre correctement de leur travail. Eh bien, cette logique-là, je pense qu'elle est en train d'atteindre, elle aussi, une limite avec la technocratie qui va avec, où on vous dit les chiffres, la dette, je vous dis pas, la dette, vous connaissez, la dette. En Grèce, ils savent bien, parce qu'en Grèce, vous savez qu'ils ont eu 9 plans d'austérité en Grèce. Et au bout de 9 plans d'austérité, la dette, elle avait explosé. Donc ça ne fonctionne pas du tout, parce qu'en fait, leur logique économique, elle crée de la récession, puisque les gens ont le porte-monnaie tout à fait comprimé, et qu'en bout de course, quand vous avez de la récession économique, eh bien, ça creuse les déficits. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue et qui ne fonctionne absolument pas avec cette règle incroyable des 3%
inventé à Bruxelles autour d'un coin de table. On ne sait même pas comment ils l'ont imaginé. Pourquoi 3%? Pourquoi pas 2,5, 3,5 s'ils veulent faire des chiffres absolument qui fassent déjà qu'on atteigne 3% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Europe, ça serait déjà un chiffre qui nous ferait progresser. Mais ils n'ont que cette logique comptable en tête et je pense qu'elle est mortifère et en train de révéler sa dimension qui se meurt. Ce qui se meurt, me semble-t-il aussi, c'est un monde qui s'écroule parce qu'il a échoué et qu'on commence à bien mesurer l'échec. Parce que ça fait plusieurs décennies que c'est mis en œuvre et que l'échec commence à être là, sous nos yeux, et révélé aussi par le mouvement des Gilets jaunes qui a cristallisé la colère, qui est une colère à l'égard d'Emmanuel Macron, tout le monde l'a bien vu, mais je crois que c'est une colère qui est bien plus profonde parce qu'elle cristallise 30 à 40 ans, peut-être d'espoir pour certains, peut-être de gens qui ont cru, et je pense aux Gilets jaunes, à ceux à qui on a dit n'allez pas dans les banlieues, vous savez, c'est pas achetez-vous un petit pavillon, ah non, ne soyez pas fonctionnaire, soyez libre, prenez un boulot en étant indépendant, etc. Et qui se sont retrouvés quelque part voilà, sous la nasse, aux proies aux difficultés diverses et variées et n'arrivant pas à atteindre cette promesse de liberté qui n'est en fait absolument qu'un leurre. Donc ce monde est en train de mourir et je crois que la révolte des Gilets jaunes, elle a au moins commencé par une victoire et j'aimerais qu'on la mesure toutes et tous. C'est que la première victoire, elle a été de voir sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, partout, la réalité d'un quotidien, de la dureté de ce quotidien, de la vie chère aussi. Et d'un seul coup, on n'était plus dans des courbes, on n'était plus dans des chiffres, on était dans du réel vécu. Et moi, je crois que c'est ce qui a fait aussi la force des Gilets jaunes, au-delà des personnes mobilisées, c'est le soutien massif dans la population, parce que chacun a pu reconnaître un bout de son histoire. Moi, j'ai retenu des images des gens, j'imagine que vous aussi. Moi, je vois un retraité qui parle, je vois l'image, il est au bord des larmes et il dit « Écoutez, moi j'ai 500 € par mois, je ne sais pas comment faire ». Plein de mères de famille dont on a vu des témoignages absolument bouleversants. Moi, je me souviens d'une femme disant « Écoutez, mon mari est au chômage, je travaille, j'ai un SMIC et je ne suis pas capable de partir en vacances et je ne peux pas non plus m'habiller correctement. Je suis dans une difficulté terrible où il faut choisir, est-ce que je mets mes enfants à la cantine ou est-ce que je fais autre chose ?» Donc des arbitrages qui sont des arbitrages absolument, absolument déchirants. Et ce cri de vie, de nous dire voilà, c'est quoi concrètement cette vie qu'on ne peut plus tenir, qui n'a plus de sens, je pense que les Gilets jaunes ont réussi à mettre des mots, à mettre de la sensibilité, à mettre de l'humain dans ce qui n'apparaissait jusque-là que comme des chiffres. Alors, ça, c'est, mon avis, une première victoire aussi face à leur mépris, face à l'arrogance, qui quand même est là depuis très longtemps. Et je ne sais pas, certains d'entre vous étaient là dans cette salle il n'y a pas si longtemps, on avait fait un spectacle qui s'appelait « La violence des riches », qui était l'adaptation d'un texte des Pinsons Charlot. Et ici, dans cette salle, je me souviens, on avait eu l'intuition, c'était avant les vacances de Noël. Je remercie Danielle, qui en avait eu l'idée, je ne sais pas où elle est, mais elle est là. Je la remercie encore. Beaucoup de monde était venu, et déjà, c'était ça. Parce que la violence des riches, ça raconte exactement ce que je viens de vous raconter. Ça raconte comment ceux d'en haut, on y va. On y va, c'est une sorte de course à l'obésité et on ne voit plus finalement ce qui se passe pour des millions de gens, ce qu'est la réalité de ces millions de gens et encore plus encore, on se serre les coudes et on les méprise. Et les 1% les plus riches gagnent de plus en plus et il se trouve que la politique de Macron qui a accéléré, ça a accéléré les recettes passées, a commencé avec un geste hautement symbolique qui est d'en finir avec une partie importante de l'ISF, ces fameux premiers milliards qui ont été redistribués directement au profit des plus riches. Pareil pour le CICE, qui a continué, des milliards donnés aux grandes entreprises sans aucune contrepartie en matière d'emploi. Alors qu'au début, quand ça avait été initié, ce CICE, ces milliards d'exonération d'impôts, on avait dit on va créer du chômage. Vous vous souvenez, le fameux PINS, millions d'emplois, on les attend toujours les millions d'emplois, mais par contre, eux, ils continuent d'empocher le CICE et ses milliards. Et encore, Macron a inventé la flat tax pour favoriser, là encore, l'évasion fiscale, etc. Et pendant ce temps-là, pas d'augmentation du SMIC, et pendant ce temps-là, on s'attaque aux cheminots, et pendant ce temps-là, on s'attaque à la protection sociale, au chômage, et que sais-je, et que sais-je, et que sais-je. Donc cette logique politique tout à fait accélérée, c'est accompagné, mais ça va ensemble, de mots, d'arrogance, de mépris, je trouve assez inouï. Et je pense que vous avez été choqués comme moi. J'avoue que le jour où je suis presque tombée de ma chaise, c'est de voir un président de la République dans une gare nous expliquer que dans une gare, c'est bien, il y a tout le monde, parce qu'il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui ne sont rien.
Et ceux qui ne sont rien, ça veut dire la négation même de la possibilité pour une personne, quelle que soit sa situation sociale, d'être un individu, d'être un sujet de sa vie. C'est d'une violence inouïe. Quand il est allé voir, vous vous souvenez, les salariés, les femmes de Gade en Bretagne, il avait parlé des illettrés, les manifestants qui réclamaient leurs droits, tout simplement leurs dus. Qu'est-ce qu'ils se sont entendus dire? Qu'ils étaient des fainéants. Enfin bref, on a une litanie absolument incroyable de la part d'un président de la République qui promettait un nouveau monde et qui a accouché d'une accélération de ce vieux monde, et de ce vieux monde, à mon avis, qui est un vieux monde qui se meurt. Alors, ces gilets jaunes, ils ont permis de cristalliser cette colère, et je dois dire que la réponse du président de la République et du gouvernement a été un peu rude. Alors nous, on le sentait dans l'hémicycle, je prends à témoin mes deux collègues qui sont là, Michel, Jean-Hugues. C'est vrai que l'année dernière, quand on a vu tout passer, ISF, la flat tax, le budget, enfin... On était là dans l'hémicycle, un peu esselés quand même, parce qu'il faut se rendre compte que c'est que l'hémicycle, on est quelques-uns, enfin, vous avez 350 députés en marche, très sûrs d'eux-mêmes. On avait même inventé une chanson qui s'appelait Libérés, délivrés, vous connaissez la Reine des Neiges, parce qu'ils étaient en permanence en train de nous vendre leur politique en disant mais non, mais on va libérer les énergies, on libère, c'est la liberté. Bon, nous on voyait rien de liberté, on voyait plus de répression sur plein de sujets et plus de libéralisme économique, mais certainement pas de liberté. Et face à eux, on se sentait à certains moments un peu seul et on se disait mais c'est pas possible, il va se passer quelque chose, ça va se cristalliser. Et donc ça s'est cristallisé dans ces gilets jaunes et cette colère qui s'est exprimée, et le gouvernement a d'abord mis beaucoup de temps à réagir, puisque le retrait de la taxe qui était l'objet de la colère, il a fallu quand même 3 semaines de mobilisation pour qu'il la suspende, ce qui est énorme. Et ensuite, alors que le pays était quand même dans un état, et continue de l'être, de rage qui s'exprimait fortement, au lieu d'aller vers une désescalade, propose, parce qu'il y est contraint, une méthode pour essayer quelque part de gagner du temps, qui est ce grand débat dont vous avez pu découvrir sans doute la lettre aux Français, qui a été adressée par le président de la République hier soir ou avant-hier soir, moi, sur le coup je ne sais plus, le temps passe vite. Et dans cette lettre, malheureusement, vous aurez compris qu'il s'agit que tout change pour que rien ne change, ou autrement dit... Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, Ford avait une espèce de slogan comme ça, Ford. Je pense à Ford parce que le président de la République a visiblement souvent des réflexes qui viennent du privé et de ce genre de communication un peu marketing. On vous disait, vous pouvez choisir la couleur de votre voiture pourvu qu'elle soit noire. Et là, c'est un peu la même chose, au sens où vous allez pouvoir débattre de tout, y compris de ce qui n'avait rien à voir avec les ronds-trains, immigration, laïcité, qui nous reviennent d'un seul coup par-dessus bord, alors qu'un certain nombre d'entre nous ont voté pour Emmanuel Macron précisément pour faire barrage à l'extrême droite, et il nous ramène l'immigration et la laïcité sur le devant de la scène. Mais en revanche, pour ce qui concerne l'ISF, qui était une des premières revendications sur les ronds-points, ou la protection sociale, ou la justice fiscale, eh bien vous repasserez, parce qu'il n'y a absolument pas de possibilité de discuter réellement du cap économique et social décidé par le gouvernement, et pas de méthode non plus de sortie, parce que vous allez pouvoir débattre, vous allez pouvoir faire des cahiers de doléances, c'est-à-dire je ne sais pas ce qu'ont fait nos maires, et je leur apporte d'emblée, quel que soit leur choix, un grand soutien, parce qu'ils sont contraints par la réduction des budgets aux collectivités locales, et c'est vrai que dans des villes comme Sevran, on commence à toucher à l'os, vraiment on touche à l'os. Quand on commence à diminuer. C'est impossible, je ne vois pas comment on peut faire avec moins, et en plus il faudrait qu'on ait de nouvelles missions, dont être la porte, que les mairies deviennent l'espèce de porte de cahier de doléances, où on prend les doléances et on n'a pas la possibilité en tant que maire de pouvoir répondre aux doléances qui vont s'exprimer. Et je pense que c'est une situation qui ne risque pas de régler la crise, et ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une solution institutionnelle et des mesures sociales d'urgence qui permettent de nous sortir de la crise par le haut, et c'est là qu'intervient évidemment la question de ce vers quoi nous devons aller, c'est-à-dire ce qui doit naître. Et ce qui doit naître, c'est un monde dans lequel, justement, nos vies, comme on le disait souvent, vaudraient plus que le pouvoir du capital et le pouvoir d'une petite poignée qui décide au nom des autres. Ce serait un monde qui naîtrait et qui se soucierait véritablement de l'écosystème, parce qu'il s'agit de la vie humaine, et qui mènerait à bien une révolution au sens de transition énergétique qui bouleverse nos modes de vie et nos façons de fabriquer, notre économie aussi en la relocalisant. Ce qui doit naître, c'est une société dans laquelle, je vais dire assez simplement, mais on n'est pas obligé de passer ses samedis autour d'un rond-point pour avoir droit à la dignité.
Je dis ça parce que la dignité, c'est vraiment une question fondamentale qui s'est exprimée autour des ronds-points et que nous revendiquons, nous, ici, sur notre territoire, parce qu'il en va de la fierté populaire, du respect de chacune et de chacun et de la capacité que nous avons à vivre correctement et à pouvoir décider de nos vies. Ce qui doit naître aussi, c'est une nouvelle république, et c'est ce que nous appelons de nos voeux, une 6e, puisqu'on est dans la 5e, faire en sorte qu'il n'y ait pas un monarque tout-puissant qui décide de la majorité des choses, mais qu'on puisse remettre à plat notre système institutionnel. Et je le dis avec un peu de solennité parce que je pense que c'est pas simplement un petit bricolage où on va mettre une dose de proportionnel, on va essayer de bricoler, même d'instaurer le RIC qui est demandé, le référendum d'initiative citoyenne, qui va permettre de faire en sorte que la défiance terrible qui existe entre les citoyennes et les citoyens et les institutions et le système politique en place puisse être résorbée. Cette défiance, elle est énorme. Soit il y a une rupture et on dit on recommence, c'est-à-dire on crée des assemblées partout et on remet à plat. Et on ne touche pas simplement au Parlement ou à l'exécutif et à ces choses-là. On touche aussi à comment on fait vivre des médias pluralistes. Ça, c'est une condition de la démocratie. Comment on fait en sorte que la justice, elle apparaisse et elle soit concrètement une justice pour tous, qu'il y ait de l'égalité. Vous voyez, ce matin, j'étais à Bobigny contre la loi qui continue d'être votée, qui est une loi dite de réforme de la justice, et qui va en fait nous tirer vers le bas du point de vue de l'égalité dans l'accès à la justice. Donc c'est ces choix-là qu'il faut impérativement faire, et sur le plan institutionnel, on a tout un champ qui touche évidemment aussi à l'entreprise, parce que quand on parle de reprendre ou de prendre du pouvoir sur nos vies, évidemment que ça se passe aussi dans notre possibilité à se faire entendre dans l'entreprise et partout, dans tous les endroits où nous sommes. Alors, je vous disais tout ça, et moi, ce qui m'a frappée, je ne sais pas vous, mais j'ai été évidemment interpellée, interloquée, je ne sais pas comment on peut dire, de voir que les gilets jaunes, ils n'étaient pas sur notre territoire. J'ai regardé les ronds-points, on a vu un peu les samedis, etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du soutien, soutien énorme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de gilets jaunes. Il y a eu des gilets jaunes. Il y a eu des gilets jaunes, certains d'ailleurs sont allés en Seine-et-Marne, d'autres sont allés sur Paris, etc. Mais on a vu que notre territoire, alors qu'il a des préoccupations qui sont très semblables avec ce qu'on a, n'était pas tout à fait là. Et je veux juste vous faire réfléchir sur une chose qui me paraît tout à fait fondamentale, qui est que il faut qu'on soit dans cette affaire-là. C'est-à-dire que maintenant, pour que le neuf naisse, il faut qu'on réussisse à fédérer le peuple. Et fédérer le peuple, c'est faire en sorte que cette figure qui a émergé du peuple, qui est le gilet jaune, mais qui n'est pas tout le peuple, puisse être aujourd'hui unifiée avec les territoires populaires de banlieue, dont une partie est issue de l'immigration, avec des populations qui vivent parfois dans les centres des métropoles, mais qui sont fonctionnaires, catégorie C, qui sont des salaires modestes, qui sont inclus dans l'emploi, mais qui eux aussi font partie du peuple, et qu'on va retrouver dans les grèves des cheminots, qu'on va retrouver dans les grèves contre la souffrance au travail, et particulièrement, je pense, à l'hôpital, avec ce qu'on a vu, le mouvement des infirmières. Ces jonctions-là, elles sont fondamentales. Or, et ça ne nous a pas échappé, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas né du traditionnel mouvement ouvrier. Or, les grosses luttes qu'on a vues au XXe siècle, mais même en ce début du XXIe siècle, ces luttes-là, en général, en 1995, en 2003, on savait où on était. C'était des choses qui étaient connues dans leur forme. Il y avait des syndicats, il y avait les forces politiques de gauche qui étaient identifiées, et hop, on avance, on savait où ça allait. Et là, nous sommes, d'une certaine manière, devant un fait qui est un fait nouveau, d'une éruption qui ne vient pas dans ses formes de ce qu'on a connu au XXe siècle. Il faut le prendre en se disant que nous avons une responsabilité maintenant, c'est que si ne se fédèrent pas toutes les forces du monde populaire, cette unification autour d'une espérance, alors, c'est ce que je vous disais en début avec Gramsci, oui, nous pouvons être devant de graves dangers, parce que le Front National, lui, c'est quoi son affaire? C'est de dire, regardez les gilets jaunes, c'est exactement notre public. C'est des petits blancs, hein? Ils sont commerçants, artisans, ils se plaignent, ils sont sur des territoires périurbains, comme on l'avait dit. Et vous voyez, c'est pas la banlieue, c'est pas les autres. Eh bien, moi, je dis que nous devons fédérer ces luttes, fédérer ces combats, parce que c'est de cette unification des combats et de notre capacité, par le nombre, à générer un espoir et non pas du ressentiment, que pourra naître une issue qui est une issue émancipatrice, une issue progressiste,
à ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc je vous le dis avec un peu de solennité parce que je pense qu'on a, nous, quelque chose à voir là-dedans, quelque chose à faire là-dedans, à faire grandir pour que cette possibilité d'unité grandisse et que nous soyons capables de marquer l'espace politique et marquer la sortie de crise, non pas par une issue qui nous ferait peur, comme on l'a vu aux États-Unis avec Trump, comme on l'a vu avec Bolsonaro, comme on l'a vu encore là en Pologne. Vous avez vu ce maire qui a été assassiné par des fachos quand même, dans un pays qui génère beaucoup de haine, ou comme on le voit en Italie avec Salvini. Nous ne voulons pas de ce schéma. Nous sommes en France, pays des droits humains, pays des droits de l'homme, comme on dit, et je pense que nous avons une tradition et des capacités qui sont tout à fait fortes, résistance, et qu'on était parti au début d'un mouvement autour d'une taxe qui pouvait ressembler à quelque chose autour d'un rejet des taxes, des impôts, et très très vite, c'est Rendez l'ISF qui est sorti. C'est on veut de la démocratie, c'est on en a marre de ces médias qui nous disent des choses qui ne nous plaisent pas, on a envie de se mêler de nos affaires, on a envie de la justice, et moi je crois que de ce mouvement-là peut naître quelque chose d'extrêmement positif à la condition que nous y prenions notre part. Gilles, il pense qu'il faut me boire un coup, alors je bois un coup. Mon camarade Gilles boite. Je vous parlais d'égalité territoriale parce que ça a été le combat de l'année 2018, un combat qui me tient à cœur pour notre territoire. Et je me dois de vous rendre des comptes sur ce qu'on a fait cette année et ce qu'on va continuer à faire en termes d'égalité territoriale parce que c'est notre bataille. Et vous avez remarqué qu'avec ces gilets jaunes, ce qui est apparu très fortement, et c'est pour ça que ça nous concerne, c'est que le peuple, souvent on l'a défini uniquement par la question de son statut, de son salaire. Et avec les gilets jaunes, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que c'était aussi une question de territoire. Est-ce qu'on est au centre ou est-ce qu'on est sur des territoires qui sont plus périphériques et plus délaissés? On est concerné par cette affaire-là. Et donc, on l'a vécu, nous, en 2018, puisqu'on a eu un rapport parlementaire, peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas vu, qui a été un rapport parlementaire fait par deux parlementaires, un de la Seine-Saint-Denis à qui il n'était pas, notamment M. Cornu-Gentil, qui venait d'ailleurs et qui a été missionné là-dessus. Et ce rapport a été remis avant l'été, et ce rapport dit quoi? Ce rapport nous dit que, toute chose égale par ailleurs, écoutez bien parce que c'est édifiant, toute chose égale par ailleurs, la Seine-Saint-Denis dispose de moins de moyens de l'État que les autres départements. Vous m'avez bien entendu. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement que nous, on a une population qui est plus au chômage, qui est plus en difficulté sociale, etc. Et donc, il faudrait qu'on nous donne plus. C'est que quelle que soit la population, nous avons moins que dans les autres départements. C'est un scandale républicain majeur. Et donc, nous avons décidé de nous atteler à cette affaire-là et de dire on ne va pas simplement mettre le rapport sous le boisseau, attendre qu'il prenne la poussière sur les étagères, on va s'y mettre. Et on s'y est mis, c'est une première, pour démarrer, sur le plan institutionnel, un peu transparti, avec le sénateur Philippe Dallier, qui est pourtant des Républicains, donc vous voyez, c'est où on en est arrivé, on a fait le même constat et on s'est dit là, tout le monde doit s'y mettre et il faut qu'on sonne les cloches. On a commencé par faire un courrier, on a été reçu par le Premier ministre à déjeuner avec tous les parlementaires, ça c'était en septembre dernier, et on lui a dit ce qu'on avait à lui dire, que c'était pas possible, qu'on ne pouvait pas avoir un tribunal dans lequel il pleuvait, qui était jamais, je ne sais pas si vous êtes déjà... Sûrement pas tous, mais certains ont vu ce tribunal. Les conditions de travail sont complètement délirantes. Et en termes de personnel, on est en dessous du niveau de la mer. Qu'on ne pouvait pas continuer sur le plan de l'éducation, à avoir moins de moyens. Alors ils nous répondent, vous savez sur l'éducation, ce qu'ils nous répondent, ah mais si, vous avez plus de profs. Mais si, mais bien sûr que si, vous avez plus de profs avec vos aides, tout ça, etc. Alors comme nous, on a des jeunes profs, évidemment la masse salariale, il y a un petit peu le problème, c'est-à-dire que la masse salariale est beaucoup plus faible que dans les autres départements. Parce que nous avons des jeunes profs. Moi je suis pour qu'il y ait des jeunes profs. Mais je ne vois pas pourquoi nous, on n'aurait que des jeunes profs, et puis les autres, ils auraient des profs avec plus d'ancienneté qui, évidemment, coûtent à la collectivité davantage, ou alors qui compensent. Mais il faut qu'on ait, à égalité, des moyens qui soient des moyens corrects. La police, je ne vous fais pas un dessin. Moi, dans ma famille politique, au début, quand j'ai dit je mène la bataille pour le commissariat de police à Sevran, mon mari me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis bien si, je vous assure, je l'amène, mais comment ça tu l'amènes? Je dis bah oui, parce que nous, on a une ville de 50 000 habitants, avec un commissariat de police où on ne peut pas aller la nuit. Et avec des moyens qui, pour la ville qui est la nôtre, sont en dessous de tout ce qu'on peut imaginer. Prenez le cas des violences conjugales ou des viols. Comment voulez-vous qu'avec les moyens qui sont aujourd'hui attribués à la police, on puisse correctement faire face aux missions qui sont les missions de police, en l'occurrence sur ce cas. Mais je pourrais prendre plein d'autres exemples. Je suis ravie que notre bataille ait permis jusqu'ici d'avoir un nouveau commissariat tout neuf, tout beau,
Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu les effectifs de police qui vont avec. Et si nous nous battons pour un commissariat de plein exercice, c'est parce que derrière commissariat de plein exercice, ne plus dépendre d'Aulnay signifie des moyens supplémentaires pour tout simplement être à égalité avec les autres. J'ai pris ces 3 exemples régaliens, mais la bataille pour l'égalité des territoires, et vous le savez aussi bien que moi, elle se mène sur d'autres chantiers qui ne relèvent pas simplement des missions de l'État. Elle se mène sur la question, même si l'État a souvent, vous allez voir, à voir. Elle se mène, je sens tout de suite, je vais parler à tout le monde, sur la question des transports. L'autre jour, j'ai ironisé, je suis arrivée à une réunion en retard et c'était pas le RERB, c'était le RERC, ça fait rire tout le monde, j'ai dit, il n'y a pas que le nôtre, parfois c'est les autres RER. Le RERB marchait, mais pas le C. Donc on a ce problème des transports qui est tout à fait symptomatique, puisqu'une décision d'État, et pas seulement, de la région aussi d'Île-de-France vient d'être prise, de mettre le paquet d'une certaine manière sur le Charles de Gaulle Express. Vous savez ce que c'est que le Charles de Gaulle Express? C'est un train qui va aller, c'est ce que moi j'appelle un train pour les plus riches, puisque c'est un train qui va normalement, le billet pour faire donc, le centre de Paris jusqu'à Roissy coûter à peu près 24 €. Mais alors il va être tout beau, tout neuf, etc. Et avec des conséquences dans la construction sur nos rames, à nous, pour le RERB. Eh bien moi je dis, je suis désolée, mais tant qu'ils ne sont pas capables d'investir pour faire en sorte que le RERB fonctionne correctement, il n'est pas question d'accepter que des milliards soient investis pour ce Charles de Gaulle Express. Vraiment. Alors cette bataille, je vais vous dire, on va la mener. Très bien l'excellence, tout ça, pas de problème, mais qui commence déjà par nous régler nos problèmes au quotidien, et ce sera déjà pas mal. Sur l'hôpital Robert Mallanger, même topo. Je veux dire, je suis allée l'autre jour soutenir une lutte, il y avait un ministre qui venait. Ah, il faut que vous sachiez un truc, non, il faut vraiment que vous le sachiez, c'est qu'en fait, la Seine-Saint-Denis est le département où il y a le plus de visites de ministres. C'est-à-dire qu'ils se plaignent, ils disent on ne vous voit pas. Je dis on ne peut pas vous suivre, il y en a au moins 3 par semaine, ils viennent en Seine-Saint-Denis. Alors quand on a vu le Premier ministre, on lui a dit Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez juste demander au ministre d'arrêter de venir en Seine-Saint-Denis toutes les semaines, on n'en peut plus. Ils viennent parce que c'est pas loin, et ils viennent en disant bah regardez, nous on est dans les milieux populaires, on est là, on est là. Sauf qu'on leur dit nous on s'en fiche de les voir toutes les semaines. Ce qu'on veut, c'est qu'ils nous mènent des politiques qui permettent de faire vivre l'égalité. Donc sur l'hôpital public, un ministre était là, et du coup bah, il y a eu une mobilisation des salariés, j'étais avec eux, et honnêtement, mais vous le savez, quand on écoute ce qui se passe à l'hôpital, mais les larmes viennent. Je veux dire, c'est insupportable d'imaginer qu'on finit par avoir des personnels soignants qui eux-mêmes auraient besoin quasiment d'être soignés affectivement, d'être soignés psychologiquement, tellement les conditions de travail sont absolument pas possibles. Eh bien moi je dis que cette bataille pour l'hôpital public, cette bataille aussi contre les déserts médicaux dont nous faisons partie, est une bataille de progrès, est une bataille que nous devons absolument mener, et je vous assure que je la mène et que nous la menons. Un mot encore sur quelques batailles qui me tiennent à cœur sur le territoire. Je ne les ferai pas tous parce que vous avez soif, tout ça, mais je suis intarissable hein, sur le territoire. J'ai commencé, mais intarissable sur le territoire. Avec des vieilles batailles. Il y en a une que vous connaissez bien, qui est celle du parc de la Plourerie, qu'on a menée avec François Asensi depuis un moment, avec cette carte pétition. On y est allé, on a dit sauver notre parc, parce qu'on a des camarades qui ne sont pas du territoire. Alors je pense à mes 2 collègues, mais peut-être je leur aurais déjà bassiné sur le parc de la Plourerie. Mais on n'imagine pas ailleurs un truc comme ça. On a un magnifique poumon vert, qui s'appelle le parc de la Plourerie, ici, qui est à combien d'hectares, ça y est le chiffre, mais 158, j'allais dire 130, bon bah 150 hectares, très bien, et qui est Natura 2000, avec une faune et une flore tout à fait exceptionnelles. Et à un moment donné, comme tout le monde se renvoyait la balle, l'État, le département, la région, on ne savait plus qui payait, bah, la question était est-ce qu'on ferme le parc? Parce qu'ils n'étaient plus capables de l'entretenir et de savoir comment on faisait les choses. Donc on a réussi par la bataille à empêcher qu'il y ait cette fermeture du parc, mais la question n'est toujours pas réglée, et je veux attirer votre attention là-dessus, parce qu'il y a toujours des problèmes de financement, et qu'il est question évidemment d'importer la logique marchande dans le parc de la Plourerie pour essayer de le rentabiliser. Bien moi je dis que ce parc est un parc magnifique qui doit rester dans le giron des missions, en tout cas, de service public et dans l'esprit public, dans l'esprit des communs. Il y a 1000 choses qu'on peut y faire dedans, mais nous devons exiger de nos partenaires, État, région, alors département, je sais que c'est plus dur, mais de tout le monde, de mettre la main à la pâte, parce qu'il n'y a aucune raison que notre parc, que ce que nous avons comme bien, qui est un bien magnifique, puisse être saccagé ou ne puisse plus être entretenu et développé comme il le faut, et je vous assure que nous allons continuer cette bataille. Bataille que je mène également, et qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle des ascenseurs. J'ai coutume de dire, c'est tout un symbole l'ascenseur. Vous savez, l'ascenseur qui est en panne, l'ascenseur, on pense tout de suite à l'ascenseur social qui est en panne.
Mais dans nos cités populaires, dans nos quartiers les plus populaires, là où il y a des immeubles aussi qui sont hauts, il y a des pannes qui sont des pannes récurrentes, mais récurrentes à un point délirant. Je veux dire, on est à un point délirant, qui surtout n'arrive pas dans des territoires qui sont des territoires plus bourgeois, je dis les choses comme je les ressens, et comme aussi les habitants le ressentent, et où on a des problèmes avec les bailleurs, avec ceux qui entretiennent, etc. Et on peut se retrouver avec des ascenseurs qui sont en panne dans des immeubles de 10, voire 20, voire plus d'étages pendant des semaines. Des semaines. Donc il y a eu une mobilisation au Bodot, et c'était bien, parce qu'on a commencé à enclencher des choses. Il y a un collectif qui s'est monté. Et je veux juste vous dire que cette question, non seulement j'ai posé une question à l'Assemblée nationale au ministre qui m'a répondu « tout va bien, la question est en train d'être réglée avant la fin de l'année », évidemment ça n'a pas été réglé, mais avec mon collègue Stéphane Peu, qui est mon collègue communiste qui est en Seine-Saint-Denis également, tous les deux on s'est dit on va essayer d'avancer avec nos groupes politiques pour faire en sorte qu'on ait une mission d'évaluation sur cette affaire des ascenseurs et pour essayer d'avancer vers des mesures qui nous permettent de sortir par le haut. Deux derniers points qui me tiennent à cœur, qui est le prolongement que l'on peut faire à l'Assemblée nationale de choses qui ont été testées localement. Un certain nombre d'entre vous peut-être ont bénéficié du permis de conduire pour les jeunes en échange d'un engagement associatif. C'était à l'époque Terre de France, et non pas Terre d'Envol, qui était donc la communauté d'agglomération juste qui correspond à la circonscription. Mais là maintenant on est dans un territoire de communauté d'agglomération qui est plus grande et qui est dirigée par la droite de M. Béchiza, et ce dispositif malheureusement plus compliqué de l'étendre et de le faire vivre, mais moi il m'a énormément inspiré. Et on s'est dit avec les collègues qu'on allait déposer une proposition de loi pour faire en sorte que le permis de conduire soit un service public national gratuit, parce que c'est un enjeu d'abord pour les jeunes sur nos territoires pour accéder à l'autonomie. Il y a plein de fois où quand vous cherchez un emploi, si vous n'avez pas le permis P, vous ne pouvez pas trouver un emploi. Et deuxièmement, il y a dans ce permis des enjeux de sécurité évidents, mais aussi des enjeux d'éducation à l'environnement qu'on pourrait faire vivre. Et par ailleurs, vous avez, c'est ce qu'on a appris chemin faisant en travaillant cette proposition de loi avec mon collègue Alexis Corbière en l'occurrence, on a auditionné les personnels des auto-écoles. Et on s'est dit, au début, ils vont peut-être pas être contents de notre idée de service public pour les auto-écoles. En fait, ils étaient assez intéressés parce que figurez-vous que c'est un lieu dans lequel vous avez une ubérisation extrêmement grande du travail. Parce que de plus en plus, vous pouvez louer votre voiture, vous passez l'auto-école, et comme c'est extrêmement cher, on voit bien comment les gens essayent de trouver des systèmes D, et vous évitez et vous prenez une voiture, etc. Sauf que ce n'est pas des professionnels, que c'est dangereux, et que vous avez aussi, là aussi, tout un vivier de personnel qui peut se retrouver sur le carreau. Donc finalement, on a là une proposition de loi qui permet de répondre à des préoccupations de personnel et aussi d'améliorer la possibilité d'autonomie et d'éducation à la sécurité et aux enjeux environnementaux très très vite. Dernier point, qui est la question que vous connaissez, parce que ceux qui me connaissent savent que c'est une obsession. Monsieur le maire, vous le savez, je crois, pour notre territoire, qui est l'enjeu de l'université à Sevran-Villepinte sur les terrains de la plaine Monceleux. Alors vous voyez cette magnifique image. On a commencé en 2014, je crois, à avoir cette idée, quand j'ai mené avec mes camarades la campagne à Sevran, sur ce territoire. Peut-être certains ne connaissent pas, parce que des fois quand j'en parle en dehors de Sevran ou de Villepinte, tous ceux qui sont proches, vous avez 35 hectares entre Sevran et Villepinte, qui sont potentiellement aménagés, ça paraît assez évident, il y a une espèce de lieu de friche. Alors je ne fais pas une fixette sur ce territoire, je veux bien qu'on discute sur d'autres territoires, mais je pense que nous avons besoin de l'excellence ici. Nous avons besoin que les jeunes puissent s'identifier à un cycle supérieur et qu'ils ne soient pas à Paris, à l'autre bout de je ne sais où, mais ici, en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis est un des territoires les plus jeunes de France. Et quand vous regardez une carte entre la proportion jeunes offre de possibilités de faire ses études après le bac, ou même avant d'ailleurs, parce que la formation on pourrait l'imaginer avec ou sans bac, vous vous rendez compte qu'il y a un énorme trou en dessous de Roissy. Alors qu'on a le bassin de Roissy. Et le bassin de Roissy, c'est un bassin d'emploi considérable. Et j'ai rencontré les gens qui gèrent à Roissy, ADP et d'autres, je crois qu'il y a des représentants dans la salle, on discutait. Et je leur demandais combien vous êtes de personnes de notre territoire qui travaillent sur le bassin d'emploi considérable que vous avez là. Les proportions sont trop faibles, vraiment trop faibles, et je pense qu'il y a des marges qui sont des marges considérables qui pourraient être apportées avec cette ambition
d'avoir un pôle universitaire, un lieu universitaire qui valoriserait notre territoire et qui serait de grande utilité publique. Alors c'est peut-être une bataille qu'on aura d'ailleurs avec le maire de Sevran, dont j'ai salué la présence et je recommence. Mais il est important de mener cette bataille-là parce que je ne veux pas que notre territoire, et c'est vrai pour d'autres endroits de Sevran et d'ailleurs, devienne un lieu de bétonnage ou un lieu dans lequel on pourrait se dire que là 35 hectares vont être achetés pour Bouygues et pour faire une vague de surf, mais même sans la vague de surf, on imaginerait qu'elle serait donnée pour Bouygues. Je pense qu'on a un besoin de préserver nos territoires, de faire attention à la densification, très attention à la densification outrancière, et d'avoir une vision à long terme des besoins en matière de services publics pour notre territoire. C'est pour ça que je veux mener cette bataille pour l'université, et ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est qu'en tout cas nous en avons déjà gagné une, qui n'est pas des moindres, qui était de sauver en face le stade Bussière. Ça faisait partie de quelques projets, et on a eu une mobilisation politique citoyenne, et je reconnais que c'était une bonne nouvelle de se dire que nous allions préserver notre stade Bussière. C'est pas rien, comme quoi la mobilisation permet de gagner, de lutter. Et c'est absolument pas rien. Alors j'en viens à ma fin, vous devez avoir soif et tout ça, ma fin latin. Et je vois à cet instant que je n'ai pas salué en entrée mon camarade et ami Pierre Laporte, qui est notre conseiller départemental, ce qui est une erreur effroyable, c'est à force de ne pas faire des discours tout lycée. Donc merci à toi évidemment Pierre d'être présent. Je termine juste sur des éléments qui sont des éléments qui vont nous permettre de travailler ensemble et de se suivre, ce que je souhaite, pour tout le travail que j'accomplis en votre nom. Et je dois dire que je ressens comme un immense honneur de représenter à l'Assemblée nationale notre territoire, qui est un territoire populaire, qui est un territoire de très grande fraternité, qui est un territoire où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, et c'est un immense plaisir. Alors je voulais vous donner les éléments pour me suivre à la trace, parce que je ne peux pas tout vous raconter de ce que je fais, mais je vous assure que les journées sont extrêmement bien remplies. Et j'ai développé donc différents supports de communication. Beaucoup ici me suivent par Facebook, je sais, donc voilà, c'est vrai que c'est une manière de bien me suivre. On peut me suivre par le site internet que j'ai récemment lancé, qui est celui-là, clémentinotin.fr. On peut me suivre, mais c'est plus rare ici, mais il y a aussi Twitter, sur lequel j'ai un compte Twitter, et ça fonctionne. Et on peut s'inscrire, et c'est quand même le meilleur moyen d'avoir des nouvelles régulièrement de moi et de faire un bon bilan, en s'abonnant à ma newsletter, que j'envoie donc à peu près tous les 10 jours en fonction de la masse de ce que j'ai fait, du temps qu'on a avec mes collaborateurs pour tout faire, qui est donc cette newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Et je veux vous proposer ce soir d'aller un cran supplémentaire, parce que j'ai parlé de participation, de démocratie, de tout ce qu'on a inventé ensemble, des batailles qu'il faut mener ensemble, et je veux vous proposer ce soir de mettre en place, à partir de là, ce soir, si ça vous dit, on va voir, de mettre en place une sorte d'assemblée que j'appellerais l'assemblée des alter-égaux, AUX, et qui nous permettrait de nous retrouver à l'échelle de la circonscription, pour que je puisse à la fois plusieurs fois par an, vous rendre des comptes sur mon activité, mais qu'aussi que vous puissiez, vous, me dire vos préoccupations, vos envies, vos idées, parce que c'est comme ça que je serai plus pertinente et que je représenterai mieux notre collectif humain sur notre territoire. Et j'aimerais qu'à l'occasion de chaque sortie de ma lettre de la députée, il y en a 4 par an, puisse faire une assemblée plénière et qu'on ait cet espace, qui est un espace qui, si vous vous y inscrivez, c'est pas très compliqué, j'ai mis ici il suffit de mettre son nom, son mail, éventuellement au mieux son numéro de téléphone pour qu'il n'y ait pas de souci. Et je vous tiens comme ça informé de ces réunions annuelles dans lesquelles on peut avoir un échange qui est un échange politique sur mon activité, sur la situation sociale et politique aussi de notre pays. Et je pense qu'on a besoin de tout cela. C'est à l'échelle de la circonscription, c'est avec les différents militants que nous sommes, et comme je vous le disais au début, comme je suis attachée au rassemblement, c'est un lieu qui vise à rassembler le plus largement pour travailler dans un cadre le plus large possible, toujours plus large, en même temps avec une grande cohérence. Et c'est sur cette note un peu d'espoir que j'ai envie de terminer, parce que je pense que ce que nous avons de plus précieux pour faire naître l'espoir, c'est justement la cohérence politique qui est la nôtre de tous les combats émancipateurs. Et il ne faut pas perdre ce fil qui fait que on sait que, notamment, face à l'extrême droite qui pointe,
mais aussi face au gouvernement qui est à la fois libéral et autoritaire. Nous, ce qu'on propose, c'est d'étendre les droits et les libertés, et c'est de combattre la dérégulation économique et cette financiarisation qui ne permet pas le partage des richesses. Et cette cohérence, on peut la tenir fièrement, et c'est ce qui permettra de redonner de la dignité et de la fierté au monde populaire, et ça, il me semble que c'est vraiment pas rien du tout. Ce sont des vœux qui sont des vœux éminemment politiques, mais on va terminer et boire un verre tous ensemble en ayant un petit mot qui est aussi personnel. Et j'ai pensé aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous l'ont fait ou l'ont lu, à une personnalité qui est Rosa Luxembourg, parce qu'il se trouve que Rosa Luxembourg est morte précisément jour pour jour il y a un siècle. C'est quand même pas rien. Et c'était une figure, Rosa Larouche on l'appelait, qui était une figure, une théoricienne. C'est ce qu'elle avait aussi de particulier. Elle a laissé beaucoup de textes, beaucoup de théories révolutionnaires, rouges. Il faut évidemment faire du rouge, du vert, du jaune. Mais elle nous dit des choses qui sont importantes. Vous savez qu'elle a été assassinée en 1919. Et ce climat, ce qu'elle nous en dit de ce climat, on compare beaucoup aux années 30, mais donc l'histoire, il n'y a pas de leçon de l'histoire à proprement parler, mais il est quand même toujours important d'aller regarder ce qui s'est passé pour se souvenir, et se souvenir pour justement essayer de voir comment on peut éviter des erreurs et que ce soit bien ce qu'on veut qui advienne et non pas ce qu'on redoute qui advienne. Et elle termine, et elle disait toujours, elle avait toujours beaucoup de phrases qui étaient des phrases personnelles, et moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire je pense qu'on milite d'autant plus et d'autant mieux qu'on a aussi de la joie à le faire. Et elle nous dit, n'oubliez pas qu'il faut prendre la vie avec sérénité et joie, quoi qu'il arrive. Et je pense que ce quoi qu'il arrive, il nous dit aussi que ce soir nous pouvons trinquer, quoi qu'il arrive, on est ensemble, on a de la force, et moi je pense qu'à la fin, comme disent certains, c'est nous qu'on va gagner. Je vous remercie. Bravo. On peut